Monde numérique. Les géants de l'IA plus que jamais sur le pont, avec une nouvelle version de ChatGPT, Google Gemini toujours au sommet et Meta qui annonce un nouveau modèle tout en disant bye-bye à l'open source. Bref, ceux que le magazine Times appelle les nouveaux architectes de l'IA sont toujours à fond dans la course, mais le patron d'IBM, lui, crie « Halte là, on va dans le mur ». On parle de tout ça cette semaine dans Monde numérique l'hebdo. Au sommaire également, les réseaux sociaux désormais interdits aux jeunes en Australie en application d'une nouvelle loi. Et puis va-t-il falloir donner l'accès à tout notre historique de réseaux sociaux pour se rendre désormais aux États-Unis ? On fait le point sur cette affaire pas très claire en réalité avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. On va parler aussi du bras de fer entre Elon Musk et l'Union européenne, des projets de lunettes connectées de Google, et puis du palmarès des smartphones les plus résistants. Et surprise, eh bien les meilleurs, ce ne sont pas ceux que vous croyez. Les invités de la semaine, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, nous dira que la dernière lubie des géants de l'IA qui veulent envoyer des centres de données dans l'espace, eh bien ça paraît fou, mais ça ne l'est pas tant que ça. La souveraineté numérique et la protection des données, notamment les données de santé, sujet hautement sensible. Il en était question cette semaine à l'occasion d'un événement organisé par la société NetApp. 2 invités pour en parler, vous les entendrez. Enfin, que faut-il retenir du récent voyage d'Emmanuel Macron en Chine en matière de technologie ? Ma consoeur chinoise Shan Witsang a suivi le déplacement du président français sur place. Elle nous en parle. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 13 décembre 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et avant de commencer, toutes mes excuses pour cette voix d'outre-tombe et merci au petit virus hivernal qui m'a attrapé au passage. Et comme malheureusement je n'ai pas encore de voix de synthèse satisfaisante en tout cas pour faire le boulot à ma place, eh bien il faudra donc faire avec. Avant d'aller plus loin, un rappel, si vous vous intéressez à la maison connectée, la domotique, ne ratez pas le nouveau podcast de Monde numérique, Maison connectée, déjà 2 épisodes en ligne, bientôt 3. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cet univers plein de promesses, parfois un petit peu obscur aussi, et donc on essaye de clarifier les choses. Le podcast Maison connectée que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans l'application mobile de Monde numérique qui a été créée avec Goodbarber, un service français de conception d'applications no-code, c'est-à-dire sans avoir besoin de programmer. C'est ultra simple, en quelques clics on peut créer sa propre appli, iOS, Android ou Progressive App. Vous pouvez créer la vôtre en allant sur goodbarber.com. Et une image pour commencer, une image que l'on trouve à la une du magazine américain Time. On y voit 8 personnalités de l'intelligence artificielle assis sur une poutre au-dessus du vide. En fait, c'est un photomontage qui rappelle une célèbre photo d'ouvriers américains déjeunant sur le chantier d'un gratte-ciel dans les années 30. C'était l'époque où l'Amérique devait se reconstruire après la crise de 29. Eh bien, en 2025, ce que l'on construit, ce sont des modèles d'intelligence artificielle. Voilà donc pourquoi Time a décidé d'en faire sa une et de sacrer ces 8 personnalités de l'IA. Personnalité de l'année, les architectes de l'intelligence artificielle, explique le journal. On y trouve les grands patrons de l'IA, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su d'AMD également, Sam Altman bien sûr d'OpenAI, Demis Hassabis de Google DeepMind, Dario Amodei d'Anthropic et puis une experte de l'université de Stanford, moins connue, Fei-Fei Li, surnommée néanmoins la marraine de l'IA. Time écrit « 2025 a été l'année où tout le potentiel de l'intelligence artificielle s'est révélé au grand jour. » Et donc, voici les personnalités de l'année. Attention, précise le magazine, ce titre revient aux personnes qui ont le plus affecté nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. L'IA justement, avec une nouvelle version de ChatGPT cette semaine. Voici GPT 5.2. Un mois à peine après GPT 5.1. Ça sent mauvais, des mises à jour comme ça aussi rapides. Une sortie un peu dans l'urgence, car elle révèle à quel point OpenAI semble bien embêté face à son nouveau concurrent, si on peut dire, Gemini de Google, qui crève tous les plafonds. Sam Altman, le PDG, a récemment sonné l'alarme, je vous en parlais la semaine dernière, avec un message interne intitulé « Code rouge », appelant ses équipes à mettre les bouchées doubles pour rattraper ce qui ressemble désormais bel et bien un retard face à Google. OpenAI ne serait-il plus le numéro 1 de l'intelligence artificielle ?
On verra s'il arrive à redresser la barre avec ce GPT 5.2 qui est censé être meilleur pour la manipulation des tableaux notamment, pour la rédaction de code informatique, pour l'analyse d'images et pour la gestion de projets complexes. ChatGPT qui par ailleurs nous ferait gagner 40 à 60 minutes par jour au travail. En tout cas, c'est ce qu'affirme une étude d'OpenAI, publiée cette semaine. L'entreprise a analysé des millions d'échanges d'utilisateurs avec le chatbot. Elle a également interviewé, paraît-il, 9000 employés d'une centaine d'entreprises pour arriver à cette conclusion. Et résultat, le gain de temps serait donc de 40 minutes à 1 heure, voire même plus, jusqu'à 80 minutes dans certains cas. Des gains de temps qui seraient surtout significatifs dans certains métiers, comme ceux de la data, de la donnée, donc les data scientists, dans la programmation logicielle également, ainsi que pour les métiers qui touchent à la communication et au marketing. 75% des répondants affirmant même qu'ils arrivent maintenant à accomplir des tâches qu'ils ne savaient pas faire auparavant, comme programmer du code, analyser des données complexes ou automatiser des tableaux. Pendant ce temps-là, Mark Zuckerberg continue de plus belle, lui, sur l'IA également, mais il prépare la succession de Yann LeCun et surtout du modèle d'IA Llama, qui avait été développé par le français. Le successeur de Llama s'appellerait Avocado. Alors, pas exactement successeur d'ailleurs, mais plutôt un remplaçant, car Llama, qui n'a pas été vraiment un franc succès finalement, était en open source, ou en tout cas ce qu'on appelle en open weight, et à l'inverse, Avocado devrait être un système fermé, c'est-à-dire comme GPT d'OpenAI ou Gemini de Google. Ce sera la mission du nouveau chouchou de Mark Zuckerberg, le jeune Alexander Wang, embauché récemment à Prix d'Or pour prendre la tête de la team AI au sein du groupe. Au-delà du changement technologique, c'est donc un vrai changement de philosophie dans l'approche de l'intelligence artificielle chez Meta. Eh bien, Yann LeCun, justement, qui, on le sait, va donc quitter Meta, a annoncé cette semaine son intention de rentrer en France pour y faire du business. Et oui, le directeur scientifique de l'IA chez Meta veut créer une start-up et il a annoncé cette semaine qu'il baserait sa start-up à Paris, avec une ambition, celle de créer la prochaine génération de modèles d'IA basés sur les world models. C'est l'approche de Yann LeCun depuis toujours, qui considère que les LLM sont limités car ils n'ont pas une véritable représentation du monde. Il va donc travailler à la mise au point d'une IA plus globale et qui ne sera pas seulement textuelle. Et c'est ainsi qu'il revient à Paris. Il aurait été, dit-on, fortement incité en cela par le chef de l'État Emmanuel Macron. L'intelligence artificielle va-t-elle dans le mur ? En tout cas, c'est l'avis du PDG d'IBM, Arvind Krishna. Interrogé cette semaine dans un podcast, le patron de la firme américaine a estimé que la course à l'IA actuelle, telle que on la voit dans la Silicon Valley, risquait de se heurter à un triple mur. Alors c'est intéressant, il parle d'un mur économique, technique et énergétique. Économique parce que l'IA coûte une fortune en ne rapportant pas assez. Par exemple, 1 gigawatt de capacité de calcul dans un data center coûte 80 milliards de dollars à construire et à équiper, alors que les LLM évidemment ne rapportent pas tout cela. Le mur technique, c'est celui de l'obsolescence. Les processeurs utilisés en IA doivent être remplacés tous les 5 ans, voire même parfois plus souvent. Donc là encore, un impact financier énorme. Et enfin, le mur énergétique. La consommation électrique des data centers devient gigantesque, parfois équivalente à celle de villes entières. Donc pour le PDG d'IBM, tout ça, c'est pas bon. La frénésie autour de l'IA serait complètement folle. Mais attention, il faut remettre ce discours dans le contexte. Il faut rappeler qu'IBM est un peu en dehors de la course à l'IA, a du mal à suivre, ce qui pourrait peut-être expliquer ce genre de prise de position. Cette semaine, nouveau round dans le bras de fer entre l'Europe et les États-Unis sur les services numériques et notamment entre Elon Musk et l'Union européenne. Ça a commencé vendredi dernier, vendredi 5 décembre. L'Union européenne a frappé fort en infligeant une amende de 120 millions d'euros au réseau social X pour infraction au DSA, le règlement sur les services numériques. En cause notamment les fameuses coches bleues. Rappelez-vous, avant sur Twitter, ces coches bleues étaient attribuées à des comptes de confiance, des personnalités, des institutions, des médias, etc. Mais depuis l'arrivée d'Elon Musk, il suffit de payer pour avoir une coche bleue. Du coup, l'UE estime que c'est de nature à tromper les Européens sur la fiabilité que l'on peut accorder à tel ou tel profil. Voilà, il y a également d'autres griefs et au total donc 120 millions d'euros d'amende, une première et aussi même une menace à peine voilée d'interdire carrément X en Europe si l'infraction devait se poursuivre. Alors, Elon Musk n'a pas apprécié
et il a dénoncé sur X une amende déraisonnable. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux, balancer des messages un peu hostiles, voire sarcastiques à l'encontre de l'Union européenne, qui a répondu. Un porte-parole a dénoncé des déclarations complètement folles, je cite. Bref, ça ne s'arrange pas, chacun brandissant sa conception de la liberté d'expression. Quels sont les smartphones les plus durables, les plus résistants ? C'est ce qu'a voulu savoir l'association 60 millions de consommateurs et le résultat est plutôt surprenant. Explication de Séraphin Bête. Si l'on en croit une enquête publiée le 27 novembre, les smartphones les plus fiables, ceux qui tombent le moins souvent en panne, ne seraient pas les iPhones ou les Google Pixel, mais les smartphones chinois. 4 marques chinoises dominent largement ce classement sur la fiabilité des appareils. Le fabricant Xiaomi avec plus de 94%, suivi des marques Oppo, Honor et OnePlus qui se tiennent tous autour des 92%. Apple est à 91% et Google ferme la marche avec seulement 84,3%. Les pannes les plus fréquentes concernent l'écran, la batterie et les connecteurs. Le prix n'offrirait aucune garantie de longévité. Ce sont ceux compris entre 300 et 500 € qui semblent les plus fiables d'après le panel. Les modèles chinois, très bien notés notamment sur l'autonomie, un critère de satisfaction déterminant. Voilà, alors c'est un peu étonnant comme ça de prime abord, ça bouscule un peu les idées reçues, mais peut-être faut-il encore quelques précisions pour comprendre pourquoi on arrive à ce genre de résultats. L'enquête s'appuie sur un panel de plus de 1200 utilisateurs interrogés sur 28 critères. Cependant, l'étude repose sur le ressenti des utilisateurs. Or, ce ressenti dépend aussi des attentes. Un smartphone à 250 € bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix sera souvent jugé fiable s'il tient correctement ses promesses. Voilà, et à l'inverse, quand on paye un smartphone 1200 ou 1500 €, là on est complètement intransigeant au niveau des pannes ou des défauts éventuels. En tout cas, bravo au smartphone chinois. Et merci à Séraphin Bête, que vous pouvez également retrouver sur le site mondenumérique.info par écrit, dans la rubrique blog, depuis quelques temps, pas mal d'articles sur des actus tech, des nouveaux produits, etc. Et que vous recevez aussi par la newsletter en vous abonnant. Allez, côté produit tech toujours, les lunettes connectées vont-elles s'imposer comme le joujou du siècle, dans les années à venir en tout cas ? Eh bien, les modèles se multiplient et c'est Google qui a annoncé cette semaine qu'il allait proposer l'an prochain 3 modèles de lunettes connectées. Un modèle simple, avec juste une caméra pour filmer, comme avec un smartphone. Une autre paire de lunettes avec un mini-écran intégré et un troisième avec 2 écrans. 2 écrans pour afficher des informations en surimpression, en réalité augmentée, comme par exemple un itinéraire à suivre, des notifications, etc. À noter que Google ne fabriquera pas lui-même ses produits. Il va s'en remettre à des partenaires comme Samsung, X-Reel ou Gentle Monster. Mais en revanche, c'est bien Google qui fournira le socle logiciel, le système d'exploitation Android XR. De quoi concurrencer Meta et ses fameuses Ray-Ban qui marchent plutôt pas mal. Mais on rappelle que Google avait quand même été précurseur dans les lunettes connectées avec les Google Glass en 2011. Et puis d'autres marques sont attendues comme des lunettes du chinois Alibaba, les Quark AI Glasses S1 qui seront ultra fines, 40% plus légères et fines que celles de ses concurrents. Enfin, toujours côté lunettes, l'innovation, c'est pas toujours de mettre des écrans à l'intérieur, ça peut être tout simplement d'améliorer ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire améliorer la vue. Ainsi, la start-up finlandaise Ixi prépare des lunettes à autofocus, c'est-à-dire des lunettes qui s'adaptent automatiquement à votre vue en fonction de ce que vous êtes en train de regarder. Au lieu des lunettes classiques qui ont une correction statique, même pour ce qu'on appelle les verres progressifs, eh bien là, ce serait vraiment un système dynamique grâce à des cristaux liquides, une technologie qui se trouve dans les affichages LCD qui sont intégrés dans le verre et des capteurs qui suivent le mouvement des yeux, qui détectent la distance du regard, qui envoient un signal ensuite dans les cristaux liquides pour modifier la réfraction et ça a pour effet de changer la correction automatique et de manière quasi instantanée. Des lunettes qui, contrairement aux lunettes connectées bardées d'écran, ressemblent vraiment à des lunettes standards, du coup, parce qu'elles sont beaucoup plus légères, elles ne pèseraient qu'une vingtaine de grammes.
Avant de passer à la suite de cette émission, savez-vous que les premiers sites web s'affichaient dans une simple fenêtre toute grise ? Aujourd'hui, les sites sont beaucoup plus riches, mais ils restent enfermés dans la fenêtre du navigateur. Bref, en réalité, ça n'a pas vraiment évolué. Alors, faire sortir Internet enfin du cadre, c'est ce que propose Froghands, partenaire de Monde Numérique, avec des sites libres, fluides, qui s'affichent directement sur votre écran, sans navigateur, sans bordure et sans limite. Alexis Tamas, cofondateur de Froghands. Si je prends par exemple l'environnement d'un ordinateur classique, traditionnel, le fait de publier un site Froghands sur un écran de cette nature-là va permettre d'avoir son contenu superposé aux autres fenêtres et donc de permettre à ces internautes, ces visiteurs, de rester en contact permanent avec mon contenu. Et pour en savoir plus sur cette technologie innovante, rendez-vous sur le site f2r2.fr ou bien cliquez sur le lien en description de cet épisode. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver chez toi et moi chez moi, mais je vois que tu as ramené un souvenir de Las Vegas, une petite toux. J'ai rapporté le souvenir habituel quand on revient de Las Vegas, c'est-à-dire la crève. Voilà, soit on l'attrape sur place, soit on l'attrape au retour. Cette fois, j'y ai échappé sur place, mais pas au retour. Ouais, ben moi, je me suis gardé ça pour le mois prochain. Très bien, je te fais confiance. C'est original. Bruno, cette semaine, je sais que tu as creusé ce sujet qui nous occupe depuis un certain temps. Ça y est, l'Australie a mis en place sa loi, a fait entrer en vigueur sa loi sur l'âge minimal des réseaux sociaux pour les enfants. Qu'est-ce que ça donne ? Les enfants ou les adolescents, l'idée là-dedans, je rappelle la loi, c'est de s'assurer que les enfants de 16 ans et moins n'aient pas accès aux réseaux sociaux et que ceux qui y étaient déjà présents, que leur compte soit tout simplement détruit. Et à partir de là, c'était cette semaine qu'entrait en vigueur cette loi. Et c'était assez amusant parce qu'en ligne, il y avait le premier ministre australien qui a fait une petite vidéo à l'endroit des jeunes adolescents en disant, vous savez, maintenant, vous pouvez prendre du temps pour apprendre à jouer un instrument, à lire le livre qui était là, que vous attendiez depuis un bon moment pour lire. Maintenant, vous pourrez le faire. Mais c'est pas ce que les jeunes ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est pas compliqué, c'est qu'ils ont été sur leur application préférée, leur boutique préférée, et puis ils ont dit, où est-ce qu'on pourrait se retrouver? Alors, imagine-toi que Lemonade, qui est quand même une plateforme connue, mais qui n'était pas sur le radar des 10 plateformes pour lesquelles ont été encadrées là, dans le projet de loi. Alors, Lemonade, qui appartient à ByteDance, qui est le petit frère de TikTok, les gens se sont mis à le télécharger. Les jeunes se sont mis à le télécharger, mais de façon formidable. Finalement, cette journée-là, ça a été l'application la plus téléchargée sur les deux boutiques, Android et iPhone. Et donc, Lemonade, c'est le nouvel endroit où se retrouvent les jeunes Australiens. Il y a aussi sur Yelp où ils se retrouvent et sur Coverstar. Donc, 3 applications qui font essentiellement la même chose que les TikTok, Snapchat et Instagram qu'on visait par la loi, mais il faut croire qu'il y a des fonctionnaires qui n'ont pas vu ça de façon assez large et qui n'étaient pas assez informés sur la chose. Alors, évidemment, on présume que le gouvernement va réajuster la loi, va l'ouvrir, va créer une annexe pour inclure ces plateformes-là. Mais pour le moment, les jeunes n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, mais ça veut dire que ces plateformes ne sont pas concernées ou elles n'appliquent pas la loi. Ça veut dire que ces trois plateformes-là ne sont pas nommément citées dans le projet de loi. Il y a seulement 10 plateformes qui sont nommées. Et déjà, X, il y a Elon Musk qui a dit qu'il n'allait pas obtempérer avec la loi. Alors là, j'ai hâte de voir s'il va tout simplement couper X de l'Australie. Mais donc, c'est un dossier à suivre. D'autant plus que quand tu regardes ça avec cette loi-là, c'est pas le jeune ou le parent qui est tenu coupable ou d'être de ne pas honorer la loi australienne, mais ce sont bien les plateformes. Et la responsabilité, donc, revient aux plateformes de s'assurer que les jeunes de 16 ans et moins n'entrent pas chez eux. Alors, ça va être... les prochaines semaines vont être intéressantes à suivre. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre quand même que ça cible certaines plateformes nommément et pas d'autres. En fait, c'est par rapport à des critères très précis. J'imagine que c'est par rapport au nombre d'utilisateurs, non ? Non, pas nécessairement. Mais l'idée là-dedans, évidemment, ils ont visé les plus grosses plateformes, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de rigueur par rapport aux cibles destinées là, dans la loi. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une affaire qui est suivie de près par beaucoup de pays.
Ouais, et notamment la France. Et je sais pas si c'est oui. pareil chez toi? Plus ou moins, mais je sais que le Danemark et la Malaisie, eux, sont vraiment avancés dans leur réflexion, plus que la France ou l'Europe, qui regardent la question et eux, ils sont vraiment en train de regarder, l'Australie et puis si ça fonctionne, ben, ils seront les prochains à légiférer dans le domaine. Bruno, en tout cas, nous, ça ne nous concerne pas puisque on n'est plus adolescents, Et heu on ne vit pas en Australie. et on ne vit pas en Australie. Mais en Ouais, revanche, mais quelque chose qui vous concerne, par exemple, mon ouais, cher, français de Jérôme Colombin, c'est cette, nouvelle, nouvel ordre que le président américain a signé, cette semaine, ouais. et dans 60 jours, si c'est pas contesté, ça sera appliqué. C'est d'aller voir encore plus loin dans votre vie numérique si un jour vous décidez d'aller faire un petit voyage du côté des États-Unis. Ouais. Alors effectivement, l'idée, c'est qu'on sera obligé de fournir, heu, tout ce qui permet de consulter notre vie numérique et sur les réseaux sociaux avec, 5 ans d'antériorité, hein, si j'ai bien compris. Bon, ça fait pas mal de bruit, ici en France, je te le cache pas. Il y a eu pas mal d'articles et cetera. On en parle un peu partout, mais je trouve qu'on en parle très mal parce qu'en fait, cette histoire est complètement fumeuse. C'est pas clair du tout. Ben oui, parce qu'en réalité, heu, on doit déjà alors, il y a déjà, quand on fait ce qu'on appelle une demande d'ESTA, l'ESTA, c'est quand on va aux C'est États-Unis le visa, hein? non, c'est pas le visa justement, c'est la dispense de visa. C'est Pardon. qu'on ne fait pas de demande de visa et il y a une procédure qui vient d'accords qui ont été passés entre les États-Unis et la France et qui permet voilà, d'être dispensé de visa. Mais il y a quand Si tu même me une permets de faire démarche une parenthèse, il y a quand ouais? même mieux. Hein, si tu es au Canada, tu as pas besoin de ne pas demander de visa. Tu fais que rentrer aux États-Unis. Tu rien à demander. Bah oui, mais vous, Ben vous non. êtes voisins, vous êtes des amis des Américains, de toute Non, non, façon. mais tu sais, ça me fait rire un peu. Ça ressemble à un visa qui dit, ben, je demande de ne pas avoir de visa pour. Il y a quand même un Oui, geste administratif que tu as ouais, il y a besoin un de geste faire. administratif. Il y a un geste administratif, mais on te le refuse que si vraiment tu as mal rempli le formulaire, quoi, en gros. OK. Ce qui peut arriver d'ailleurs, j'ai des exemples en tête. Mais c'est pas ça le sujet mais dans la demande d'ESTA, on te demande déjà, quels sont tes, comptes de réseaux sociaux. Alors le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas obligatoire. Il y a marqué optionnel. Donc on le met ou on le met pas. Moi, Entre nous deux, j'avoue là, est-ce que que toi, tu le mets? bah, moi, je le mets parce que voilà, je veux faire preuve de voilà, il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux Non, pas mais se tu veux fâcher faire de la avec ces gens-là. publicité pour mon numérique. Voilà, il vaut mieux pas se fâcher avec ces gens-là, dans vu la situation actuelle. Hein? Donc, je le mets, il y a pas de problème. Et de toute manière, c'est quoi? Ça permet juste de cibler pour aller consulter, l'historique de ces publications sur les réseaux, mais qui sont des publications publiques. Je veux Oui, dire, tout à fait. c'est sur X, sur LinkedIn, sur Facebook, tout ça, sur Instagram. C'est des choses qui sont accessibles publiquement. Donc cette histoire d'antériorité des 5 ans, si je comprends bien, en fait, c'est de donner, ces identifiants de comptes que éventuellement on avait il y a 3, 4 ou 5 ans, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Ou si Ouais. on a changé d'identifiant, si on a changé de nom et Ou on a cetera et changé cetera. d'opinion par rapport à la politique, par exemple. Ou si on a changé d'opinion. Hein? Moi, je n'exprime aucune opinion politique sur les réseaux, donc Non. c'est pour ça que je me sens assez D'ailleurs, tranquille. c'est ce qui est bien avec toi. Bah, c'est Ouais. une forme de sécurité par les temps qui courent, tu Ouais. vois? Effectivement. Et donc, déjà, il y a ça, c'est qu'il y a ce truc-là est déjà un peu une réalité. Et puis ensuite, c'est ce que tu disais, il y a 60 jours pour discuter, donc ils vont discuter de ça aux États-Unis. C'est pas sûr que ce soit véritablement que ça rentre véritablement, que ce soit appliqué et notamment comme beaucoup de choses qui ont été annoncées par Donald Trump et qui finalement n'ont pas été appliquées, ou qui ont été appliquées, puis finalement on a changé d'avis. Donc voilà, on s'emballe un peu pour ça. Honnêtement, je pense que c'est, à ce stade, pas très grave. Bien sûr, si demain on te demande, de donner, tes conversations WhatsApp, ça peut être un peu plus gênant. Et là, il faudra pas, avoir, de passé, qui pourrait froisser les Américains. Mais en tout cas et puis alors il y a aussi autre chose, c'est que la demande d'ESTA en question devra être faite, a priori, uniquement sur smartphone désormais, parce qu'il y a une application ESTA sur smartphone que moi j'ai pas utilisée parce que je trouve qu'elle a été un peu plus, compliquée que le site web. Mais, bah, on n'aura plus le choix. On sera obligé de passer par, l'application mobile et Ben, notamment notamment parce que ça prend les meilleures photos. oui, tout à fait, Ouais. exactement, parce que ça prend des meilleures photos et ça Que ça ta bonne vieille webcam sur ton vieux ouais. ordinateur, qui est,
tout à fait. qui fait du noir et blanc. Bon voilà, donc ça, écoute, on verra. À mon avis, faut pas s'affoler. Bon, enfin, bien sûr, on peut s'affoler sur le principe en disant oh là là, mon Dieu, que deviennent les États-Unis. Oui, il se passe des choses. Il y a des Mais ça, trucs c'est autre chose. qui n'existaient pas avant, c'est sûr. Mais Ouais. c'est un autre sujet. Bon, Jérôme, moi, je veux t'amener ailleurs. Changeons l'air. Oui. Est-ce que tu as utilisé récemment ChatGPT pour faire de la création d'images? Ah, écoute, je mentirais en disant non, hein, parce que bien sûr, je l'utilise assez régulièrement. Ça m'a même occasionné un débat avec des confrères journalistes sur X, où je posais la question, d'ailleurs, de savoir si c'était un problème déontologique d'utiliser des images générées par IA. Mais je crois que c'est pas le sujet, c'est pas ça dont tu vas me parler. C'est qu'il y a Non, du mais j'avoue nouveau que c'est fort intéressant, mais on le gardera en banque pour l'an pour prochain. un autre jour, ouais. Ouais, mais non, c'est ça, c'est grosse annonce cette semaine, Adobe qui fait un partenariat avec les gens d'OpenAI. Et donc, maintenant, à l'intérieur de ChatGPT, tu peux interpeller Photoshop, Acrobat et Adobe Express. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est de travailler donc des images ou travailler des textes, un document PDF, mais à même ChatGPT. Et de la façon que ça fonctionne, par exemple, moi, je l'utilise, là, ChatGPT, je ne sais plus combien de fois par jour. Et quand je crée une image, par exemple, j'en ai pas encore discuté avec des collègues là, au niveau de la déontologie. Donc, moi, je poursuis à l'utiliser. Et une fois que j'ai fait mon image, tout de suite, il y a Photoshop qui apparaît juste en bas en petite icône Ah en disant, ouais. ben, genre, est-ce que tu veux Est-ce que tu l'utiliser? l'as modifié dans Photoshop, c'est ça? Ah ben exactement. Du coup? Et là, tu n'as qu'à cliquer là-dessus et tu as un genre de module, un widget, on aurait appelé ça comme ça à une autre Ouais. époque, qui s'ouvre sur ton écran. Et là, tu as l'essentiel des outils de Photoshop. Wow. Et ben, ça te permet vraiment de faire des retouches sur la photo, puis après, sur l'image, Après, tu pardon. sauvegardes. Après, tu sauvegardes. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir une autre application. Même chose pour des documents en PDF, Acrobat. Tu peux faire des modifications. Tu peux demander de générer. Mais ça, on pouvait déjà. Mais là, on peut travailler dans des documents. Puis Adobe Express, ben, c'est la même chose. On peut faire des retouches, faire de la création. Alors, ça s'ajoute à toutes ces capacités graphiques qui étaient, ou de gestion de documents qui étaient déjà dans ChatGPT. J'avoue que ça, c'était très fort. Et s'ils le font, c'est parce qu'évidemment, il y a un gros joueur qui s'appelle Gemini, qui appartient à Google, qui lui est arrivé récemment avec son Gemini 3. Et là, il commence à faire trembler Ouais. les colonnes du temple. Alors, Adobe s'est dit, OK, nous, on file avec l'autre parce qu'il faut être présent, sinon on va perdre du terrain. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. C'est gratuit, je le mentionne au passage. Pour l'instant. Et ben oui, Ouais. ben, tout est gratuit pour l'instant. Ouais, tout est gratuit pour l'instant. Ouais. Et donc, mais donc, ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Ça économise du temps, puis ça vous permet de faire plus, toujours avec ChatGPT. De quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine, Bruno? Cette semaine, moi, de mon côté, il y a Annabelle Nicoud que je retrouve à San Francisco. Et elle va nous parler de Hollywood et de sa vie difficile avec l'intelligence artificielle. Ah. Il y a des frictions entre créateurs et l'IA et les studios. Alors, on va parler de ça. Il y a Isabelle Bété, qui est une femme d'affaires qui a réussi ici chez nous, qui aujourd'hui a décidé de coacher, d'aider les jeunes entrepreneurs et les moins jeunes entrepreneurs. Et elle vient de publier un bouquin sur l'état d'esprit qu'il faut maintenant pour travailler dans la tech. Alors, je parle avec elle. Il y a David Cohen qui vient aussi de sortir un bouquin et lui s'intéresse à la relation qu'on a avec les réseaux sociaux et comment il faudrait être peut-être un peu plus prudent par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on dit et comment on les utilise. Et puis, finalement, il y a les gens de Google qui offrent une formation pour les Canadiens pour leur apprendre à faire des requêtes efficaces. Et donc, c'est une formation qui est disponible maintenant en ligne pour les Canadiens uniquement, hein, je répète. Ah, je peux pas la suivre? Non. Ah zut. Bon. Non. Ok. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai Laurence Thérien qui est de chez Google Canada qui passe nous parler de cette formation qui va révolutionner la société canadienne. Eh bien, rendez-vous à l'écoute de mon carnet, de ton carnet plus exactement. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. La
La suite de l'hebdo de Monde Numérique avec les interviews de la semaine. Tout à l'heure, on va partir en Chine sur les traces d'Emmanuel Macron et surtout sur ce qui se prépare en matière de technologie entre la France et la Chine. Auparavant, on s'intéressera à la souveraineté numérique et à la protection des données, notamment des données de santé. Mais avant cela, direction les étoiles. Je vous le disais, les géants de l'intelligence artificielle ont une nouvelle lubie. Ils veulent aller mettre des processeurs dans l'espace. C'est le sujet de la première interview de la semaine. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, version longue, la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Ravi de vous retrouver, comme chaque mois dans Monde Numérique, pour ce rendez-vous en partenariat avec EDF. Et on parle ce mois-ci, Julien, d'un sujet étonnant. En fait, plusieurs grands patrons de la tech, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Sundar Pichai de Google, ont récemment évoqué une idée un peu dingo. Ils veulent installer des data centers dans l'espace. Est-ce que vous pouvez parce que c'est un sujet que vous avez bien travaillé chez EDF, pourquoi cette problématique de data center au-delà de l'atmosphère ? En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'un data center, c'est évidemment beaucoup d'informatique, des puces, des serveurs, du refroidissement, ça. Mais en fait, ça ne fonctionne que s'il y a de l'énergie. Et beaucoup d'énergie. Et même si on arrive maintenant à faire des modèles de plus en plus économes, des puces de plus en plus économes, on a un développement exponentiel de l'IA, de l'inférence, et donc des besoins en calcul, et donc des besoins des data centers, et donc des besoins en énergie. Et donc, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est comment je peux, pour le coût le plus faible, apporter l'énergie la plus puissante possible à mes data centers. Ok, mais pourquoi l'idée de l'espace ? Qu'est-ce que ça apporterait véritablement de plus concrètement ? En fait, si on raccorde à l'électricité un data center en France, par exemple, mais c'est vrai dans évidemment tous les pays du monde sur Terre, on a besoin de faire un raccordement électrique, un câble, mais évidemment, c'est des câbles très lourds, très compliqués, et il faut savoir qu'il faut plusieurs années pour pouvoir raccorder un data center au réseau électrique de transport. Donc, c'est évidemment assez long par rapport au temps du digital, qui est quelque chose qui, évidemment, va très, très vite. Mais, Donc, l'idée... Pardon Julien, pourquoi c'est si long ? Alors, c'est très long parce que ça demande à la fois des autorisations et à la fois des travaux, parce que faire passer un câble électrique à très haute tension, ça se fait pas comme ça de façon virtuelle, c'est pas du Wi-Fi. Faut creuser des tranchées, faut traverser des villes, faut passer sous terre, enfin c'est tout un truc très très compliqué. D'ailleurs, nous, pour information, EDF, on a lancé typiquement un appel d'offres, un appel à intérêt, et deux grandes entreprises de data centers ont remporté cet appel à intérêt pour venir justement installer des data centers sur nos terrains tout proches des installations existantes de raccordement à l'électricité pour pouvoir justement les déployer beaucoup plus vite qu'avant. Et oui, donc, ça paraît c'est très un logique. vrai enjeu, en fait, ce raccordement électrique. Donc, si on ne peut pas le faire sur Terre pour ces raisons-là, l'espace, c'est vraiment une solution envisageable. C'est donc cette idée qui a germé dans l'esprit de tous les grands de la tech, c'est de se dire finalement l'énergie du soleil, c'est la plus importante, c'est la plus largement disponible. Si on se rapprochait finalement du soleil, ce serait peut-être l'occasion d'avoir accès à une énergie abondante, virtuellement peu cher. Virtuellement, on s'entend, parce qu'il faut quand même les envoyer, les satellites, et puis les faire tourner. Mais enfin, en tout cas, ça donnerait accès à une énergie illimitée et très puissante en permanence. Il n'y a pas de cycle jour-nuit, à part 70 minutes par an aux équinoxes. Mais enfin, globalement, ça marche 99,3% de l'année en illumination, en tout cas quand on est en orbite géostationnaire. Et on capte beaucoup plus d'énergie en provenance du Soleil quand on est en orbite que quand on est au sol. Globalement, c'est 20 à 50 fois plus d'énergie récupérée. Ça, c'est pour l'alimentation, pour l'énergie, mais qui dit data center dit data numérique, données numériques. Le but du jeu, c'est de pouvoir échanger des informations numériques avec ces installations. Comment on fait pour communiquer entre la Terre et des data centers dans l'espace ?
Eh ben, on fait comme Starlink, on fait comme tous les services qui aujourd'hui promettent des accès, pas promettent des livres hein, d'ailleurs réellement, des accès à très haut débit depuis l'espace. Alors évidemment, c'est une latence plus Ouais. importante que sur Terre. Hein. Donc la latence, bah, c'est le temps finalement de la transmission de l'information dans les deux sens, hein, vers l'espace et le retour sur Terre. Mais typiquement pour des services d'IA, la latence de quelques millisecondes est très acceptable, hein, même 30-40 millisecondes, c'est très acceptable. Évidemment, pour faire du gaming, où là, on a besoin d'être vraiment très réactif, ça marche moins bien. Mais aujourd'hui, ces technologies-là, franchement, elles existent, elles fonctionnent. Donc ça vous paraît réaliste? Alors donc, c'est totalement réaliste si on oublie la question économique. Ah, Alors ça tombe bien puisque dans le monde de l'IA, en général, on a tendance à oublier un peu la ouais, question on s'en économique fout, en ça, ce moment. les milliards pleuvent, donc pour l'instant, on s'en moque un peu. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est Ouais. pas trop le sujet. C'est clairement, un moonshot, mais c'est un moonshot qui est, crédible d'un point de vue technique et d'ailleurs, il y a des startups, hein, qui se sont lancées. Une startup soutenue par NVIDIA qui s'appelle StarCloud, par exemple, Mmh. a lancé en novembre, hein, donc là, vraiment, il y a quelques semaines, son premier satellite StarCloud, dit StarCloud 1, qui est en orbite, à 325 kilomètres au-dessus de nos têtes, 60 kilos à peu près, hein, le poids, ça fait la taille d'un réfrigérateur. Il a dedans, des GPU H100 hein, de NVIDIA, c'est SpaceX qui l'a lancé et c'était une première historique, alors qui est encore très, très symbolique évidemment, mais c'est StarCloud, donc c'est ce satellite qui est en orbite, qui a entraîné, exécuté le modèle IA de Google qui s'appelle Gemma, qui est un modèle, hein, plus léger, beaucoup plus léger que Gemini, mais qui l'a entraîné dans l'espace et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, il traite des requêtes, hein, depuis l'espace et il répond comme un serveur terrestre et puis il y a un StarCloud 2 qui est prévu en 2026, hein, avec, une plateforme actualisée, de NVIDIA. Ils ont déjà d'ailleurs, un client. Donc ça existe. Après, évidemment, on comprend bien qu'un data center, c'est pas 60 kilos et un GPU, NVIDIA, hein. C'est évidemment potentiellement des infrastructures beaucoup plus larges et donc il va falloir aller avec quelque chose d'un peu plus costaud et Google, avec un projet qui s'appelle Suncatcher, a ce projet-là, hein. C'est un de ses moonshots à lui, de Google, c'est, bah, de créer ce prototype, de satellite pour 2027 qui, aurait une puissance largement supérieure à ce premier essai, à ce premier proof of concept, comme on dit, de StarCloud. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et pendant que les Américains rêvent de data centers dans l'espace, à quoi rêvent les Européens et les Chinois? Réponse avec ma deuxième invitée de la semaine. Bonjour Shanwin Song. Bonjour Jérôme. Journaliste à China Global Television Network, tu es basé à Pékin. Merci d'être à nouveau dans Monde Numérique. Alors, tu as suivi de très près, tu as couvert pour ton média récemment la venue en Chine du président français Emmanuel Macron. Un voyage qui avait une dimension géopolitique, diplomatique, etc. évidemment, mais qui avait également une forte dimension technologique. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce déplacement et de ces rencontres? Alors merci déjà pour, l'invitation. C'est un grand honneur à chaque fois de pouvoir, entrer en contact avec, Monde Numérique. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai suivi, le déplacement du président français Emmanuel Macron en Chine. Il s'agit de la 4e visite pour lui en Chine et à chaque fois quand il vient avec de plusieurs dossiers, dossiers énergétiques, dossiers coopération économique, dossiers géopolitiques et aussi dossiers sur l'éducation, sur, la culture et bien sûr sur l'intelligence artificielle. C'est le volet technologique qui apporte, le développement bilatéral des 2 pays et aussi le développement de coopération, non seulement entre la Chine et la France, mais aussi entre la Chine et l'Union européenne. Parce qu'il faut considérer, le rôle, important de la France au sein de l'Union européenne et surtout dans les négociations des normes, entre la Chine et l'Union européenne quand il s'agit d'un dossier ou quand il s'agit d'une coopération, dans l'intelligence artificielle, pour une entreprise chinoise en Europe, surtout pour l'utilisation des données. Donc cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a des représentants, des leaders, de la technologie comme, iFlyTek, qui est un leader chinois de l'intelligence artificielle dans la traduction. C'est une entreprise qui est, très forte dans la communication multilingue, dans la traduction simultanée, dans l'éducation, dans la santé, et donc, tout cela va pouvoir peut-être un jour, on l'imagine, s'exporter vers la France. Et puis l'autre point qui m'a beaucoup marqué, c'est que, durant cette visite,
à l'issue de cette visite, il y a également cet engagement du côté de la France et de la Chine d'envoyer davantage d'étudiants des 2 côtés pour pouvoir, renforcer les coopérations éducatives. Quand Macron s'est adressé aux étudiants sur place, il a parlé de ces opportunités pour les étudiants chinois dans le futur de venir en France et d'étudier l'intelligence artificielle, de coopérer davantage, avec la France dans tout ce qui est le côté, de la haute technologie. Après, il faut dire D'accord. qu'aujourd'hui en Chine, il y a aussi davantage de beaucoup de développement du côté, de l'éducation sur l'intelligence artificielle. Donc je dirais que dans le futur, ça sera davantage dans l'exploration de l'intelligence artificielle main dans la main que, dans l'éducation dans un seul sens. Donc je pense que dans le futur, ça sera plus le côté mutuellement bénéfique, entre la Chine et la France dans l'apprentissage Mmh. de l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a une situation qui est assez ambivalente parce que finalement, aujourd'hui, la Chine et l'Europe, se retrouvent un peu dans la même situation, vis-à-vis des États-Unis. Mmh. Avec, de la rivalité, avec, voilà des barrières qui sont mises côté américain mais en même temps toujours une très grande ambition d'exportation de produits et autres. Donc, il y a une forme de rapprochement et en même temps, il y a une méfiance, on va pas se mentir, vue d'Europe, Mmh. il y a encore beaucoup de méfiance vis-à-vis des technologies chinoises, notamment par rapport aux données personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, les véhicules, électriques, autonomes chinois qui s'apprêtent à arriver sur le marché français, je peux te dire que nous, ici en Europe, on en a peur pour 2 raisons. D'abord pour des raisons économiques, par rapport à l'industrie Mmh. européenne automobile, mais Mmh. aussi pour la question des données, des usages des données qui pourraient remonter vers la Chine, et cetera. Est-ce qu'il a été question de ces sujets-là qui sont assez sensibles quand même? Oui, je pense que c'est déjà ça touche le cœur de la coopération quand il s'agit de la coopération entre les 2 pays, entre la Chine et la France. Et ce qui est intéressant, c'est que au mois de juillet de cette année 2025, il y a eu une rencontre, du côté et justement sur le sujet de l'intelligence artificielle avec le vice-ministre, chinois de la technologie et avec, l'envoyé spécial, du président, du côté, de la France, d'avoir, parlé et aussi d'échanger sur tous ces points-là et ils ont fait une déclaration commune dans, l'amélioration, de l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans la gouvernance mondiale. Donc l'idée, c'est de remédier et le gap, entre les pays du Sud et les pays du Nord, et de contribuer davantage dans le développement de l'intelligence artificielle, du monde. Donc l'idée, c'est que le développement puisse être sûr, être équitable et qu'il y ait du sens. Et Ouais, donc, mais est-ce qu'il y a une volonté chinoise de rassurer les Européens, notamment sur cette question des données? je pense que sur cette question des données, c'est que, la Chine essaye de voir avec, l'Union européenne dans quelle mesure nous allons pouvoir trouver le plus d'accords possible. Par exemple, en créant de nouveaux plateformes bilatérales, et aussi dans, la gestion des flux entre Mmh. la Chine et l'Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le futur, dans un très proche avenir, en Chine, il y a déjà une technologie qui est très, très à la mode. Il s'agit, là, je pense surtout à une entreprise qui s'appelle AlphaGo, qui est, une Mmh. partie intégrante de l'entreprise Baidu pour tout ce qui est Ouais. la conduite autonome. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je suis déjà allée, tester et faire l'expérience de ce type de voiture dans le sud de Beijing, où il y a tout un quartier qui est, 100 automatisé. C'est que vous allez pouvoir, commander un taxi sans chauffeur, tout en indiquant, votre arrêt, votre station pour descendre et pour monter et là, à peu près un coût de 2 €, vous allez pouvoir faire ce trajet avec, à l'intérieur, de la voiture, des services de massage autonomes et puis, des musiques, complètement gratuits, avec aussi cette conduite autonome de la voiture. Donc après, Ouais, aujourd'hui, il faut ça savoir c'est que c'est pour charmer un peu le client, pour le rassurer, non? aussi oui, C'est parce que c'est les débuts. c'est le début, en même temps, c'est aussi équipé avec un système, intelligent, donc pour améliorer l'expérience des clients. Donc si vous imaginez qu'un jour, si, toute la ville de Paris ou si toute la ville de Berlin, sera, complètement, autonome et ouvert à
la voiture autonome. J'espère qu'on trouvera aussi des véhicules autonomes européens sur les routes chinoises un jour ou l'autre. Oui, Et à mon ça avis serait fantastique de pouvoir bah, voir, ouais, ouais, la bien sûr. technologie française et après aussi ce qui est important c'est, On n'est pas très bon sur les voitures autonomes pour l'instant, hein, il faut bien l'avouer pour l'instant. parce que oui, C'est pas les top. voitures Nous, c'est autonomes, plutôt les avions. il faut avoir déjà les voitures électriques. Donc la Ouais, fabrication des voitures électriques qui sont équipées avec un système de conduite autonome. Donc c'est un tout à fait. plusieurs facteurs en même temps. Absolument. Merci beaucoup, Shan-Wei Tsang, que l'on peut retrouver donc sur China Global Television Network et diffusé notamment sur les réseaux sociaux, sur X, etc. Merci. Merci Jérôme pour l'invitation. Cette fameuse question de la souveraineté numérique, on en parle souvent dans ce podcast. Eh bien, il en était question également cette semaine à Paris lors d'un événement organisé par la société NetApp, spécialisée dans le cloud de confiance. Et je vous propose maintenant 2 interviews en partenariat avec NetApp pour approfondir cette question de la souveraineté et de la confiance dans les données. Et tout d'abord, Guillaume Delancher, vice-président France de NetApp. Alors, le principe de souveraineté est assez difficile à définir. J'étais très récemment, j'ai eu la chance d'être invité au Parlement européen pour justement échanger sur ces sujets-là. On a un vrai sujet dans la définition même de ce qui est souverain. Parce qu'on pourrait imaginer que ce qui est souverain, c'est une entreprise qui doit être française, qui fabrique des solutions de stockage françaises, etc. En France, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'entreprise comme la nôtre. Ah non, on ne peut pas être 100% Clairement français pas. ou Donc déjà, européen. il y a un sujet par rapport à ça. Ensuite, vouloir de la souveraineté à tout prix, si vous travaillez, on a beaucoup de clients, notamment des labos pharmaceutiques qui sont internationaux, qui ne sont pas que européens. Donc leur donner accès à finalement des données qui seraient, ou un data center qui serait souverain, mais pour les opérations qui pourraient avoir lieu à Singapour, par exemple, ça n'a pas de sens non plus. Ouais. Donc le principe de souveraineté, on ne l'appréhende pas avec une logique de localisation des acteurs ou de provenance des acteurs, on le détermine par rapport à une confiance et par rapport à ce qu'on appelle, nous, en anglais, le trusted vendor. Donc, on se revendique comme étant un acteur de confiance et on travaille sur des niveaux de transparence et d'information par rapport à notre société, de façon à inspirer et à donner confiance. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, OK, on est américain, mais vous pouvez quand même nous faire confiance. Exactement. On est américain, pour telle et telle raison, vous pouvez nous faire confiance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement sur des problématiques de gouvernance, de gestion de notre C'est propre intéressant quand même, les sécurité détails, informatique. parce qu'il faut nous le prouver qu'on peut vous faire confiance. Non, bien sûr. Mais l'idée, c'est on est transparent sur notre gouvernance. On est dans un pays, notre siège est aux États-Unis, donc il y a des lois américaines qui peuvent s'appliquer en Europe pour certaines. Oui, le fameux Cloud Act, Tout à fait. qui Donc, terrorise un peu les Européens. Tout à fait. Donc, on est très transparent sur tous ces sujets-là, et c'est important de l'être. Transparent également sur tous les sujets financiers, par rapport à la façon dont la société est fondée, etc. Donc, ça, c'est un premier sujet. Et deuxièmement, ce qu'on fait, c'est que nos technologies sont utilisées par nos clients en France, mais nos clients peuvent être totalement indépendants par rapport à ces technologies. Que de quelle manière ? Typiquement, vous pouvez avoir... on n'a aucun accès depuis le siège aux données qui sont sur les machines chez nos clients parce qu'elles sont totalement étanches. D'accord. Et même si la justice américaine vous le demande ? Non, oui, absolument. En fait, on est, nous, dans un cadre où on fournit des technologies à des clients et ce sont à nos clients de prendre les mesures qui leur permettent d'être compliant, d'être avec les règles françaises. Okay. Et un bon exemple, c'est que beaucoup d'acteurs en France ont une accréditation qui est celle de l'ANSSI, qui est SecNum Cloud. Et NetApp est dans énormément, je crois que je ne veux pas dire le chiffre, mais peut-être 90% des acteurs qui sont certifiés SecNum Cloud utilisent NetApp derrière. Est-ce qu'on fait face, est-ce que vos clients, et donc vous, par votre conséquence, faites face en ce moment à encore plus de cyber-risques qu'avant ? Oui, alors il y a une explosion. Il y a 100% de croissance d'attaques tous les ans. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui est totalement exponentiel. Donc la sécurité, il faut la voir comme un ensemble de filtres. La sécurité, c'est pas la responsabilité d'un domaine, c'est plein de filtres. Ça commence par les comportements d'individus, ça va jusqu'à la sécurité physique des data centers, ça va par la redondance électrique, par la sécurité sur la climatisation, sur la sécurité sur l'architecture des machines. Donc il y a une règle qui est la règle des 3-2-1, donc 3 copies de données sur 2 supports numériques différents avec un site distant. Oui, et puis vous faites ce qu'on appelle du cloud hybride, c'est ça ? Exactement. Alors je peux prendre... Comment on peut définir ça ? Alors je vais très simplement, si vous prenez... donc on est partenaire dans le sport automobile ou dans la compétition automobile, il y a énormément de données de télémétrie.
On a ici aujourd'hui un représentant de Porsche Motorsport, puisque Porsche en compétition utilise NetApp. Alors je vais vous expliquer ce qu'ils font. Ils travaillent avec Microsoft et Amazon Web Services. Ils ont, lors des courses, ils collectent des données de la voiture, donc ils peuvent être des données de température de moteur, température de pneus, des accéléromètres, des décéléromètres. Ils ont énormément de capteurs qui Les produisent voitures des données. sont hyper connectées. Totalement connectés. Donc auparavant, il y avait des mini data centers, donc des centres complets de traitement de données dans les paddocks sur les courses. D'accord. Maintenant, c'est fini. Il y a 2-3 PC. Et ces PC sont reliés à des baies de stockage en local qui elles-mêmes sont reliées au cloud Microsoft et Amazon. Et vous avez en temps réel, alors après il y a des mécanismes techniques, mais vous avez en temps réel une duplication des données qui partent de la voiture, qui sont en local, qui sont mis en cache, donc qui sont compressés avec un système spécial, qui partent ensuite dans les clouds Microsoft et AWS et qui sont utilisés à plusieurs fins. La première, c'est de pouvoir analyser en temps réel et reparamétrer la voiture pendant la course. Et la deuxième, c'est de collecter ces données pour en faire un jumeau numérique, pour que, à l'issue de la course, ces données puissent être réexploitées et ensuite rejouées pour voir si la course aurait pu être différente si les paramètres de la voiture avaient été différents. Donc ça va très 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 loin. Et la question des données numériques, elle se pose pour la Formule 1, mais elle se pose aussi pour la santé. Comment s'assurer que nos données de santé sont parfaitement protégées, même lorsque surviennent des incidents, comme celui que nous raconte mon dernier invité, Paul Caillot de la société Télédiag, spécialisée dans le télédiagnostic et la transmission d'imagerie médicale. Pour nous, l'alpha et l'oméga, c'est effectivement la certification HDS. HDS, voilà, donc, qui veut dire hébergeur de données de santé. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que donne l'État, enfin l'ANSSI en l'occurrence, qui dit, OK, eux, on peut leur faire confiance, c'est un cloud qui est compatible données de santé. C'est une certification qui va au-delà de l'ISO 27001, qui est déjà assez exigeant, qui va agréer finalement un centre pour du stockage de données qui concerne tout le monde, donc de données de santé. Donc vous travaillez qu'avec ça? Ah, moi, effectivement, je ne peux pas me soustraire à cette obligation-là et on n'a jamais imaginé le faire autrement. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous, on a une... Ça garantit quoi, pardon? Ce HDS, ça garantit quoi? Alors, des conditions de manière générale de contrôle sur le centre qui héberge les données. Effectivement, les réglementations sont drastiques pour permettre la sécurité et la réassurance de l'inviolabilité des données. Oui, parce qu'il y a même, ça passe même par de la sécurité physique, on le sait, dans les data centers. On ne rentre pas comme dans un moulin. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, les normes ont évolué, puisqu'on s'est tous rendu compte qu'un data center était inflammable. Et donc, qu'il fallait des normes spécifiques qui dépassent même le strict cadre, effectivement, juste des baies. Ça concerne tous les pans physiques également et environnementaux de ces centres. Il ne faut pas que les données fuitent, il ne faut pas que les données se perdent. Et pourtant, parfois, on fait face à des événements comme ce qui vous est arrivé l'année dernière, en 2024. Alors ça génère des taux de cortisol extrêmement élevés pour l'opérateur que je représente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est une cyberattaque. C'est une suite d'événements malencontreux, comme toute intrusion. Là, le point d'entrée, c'était un serveur Citrix qui devait être patché, mais à 2 jours près, la faille était patchée. Donc, encore une fois, si j'ose donner un conseil, faites vos mises à jour. De l'importance des mises à jour sans tarder. Je pense il n'y a pas de meilleur exemple dans notre cas de figure. Heureusement. Parce que ça veut dire que c'est une faille identifiée, corrigée. Qui était prévue d'être patchée. Mais on ne fait pas ce qu'il faut pour, quoi. En fait, c'est une question purement et simplement de temps. On était sur la période de Noël. On s'est dit, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc là, on va rentrer dedans. Donc encore une fois, je redonne le conseil, mais non, c'est effectivement, on était dans une période un petit peu critique en termes de temps pour chacun. Et bon, c'est des arbitrages qui ont été faits, malheureux, mais qui servent aussi, puisqu'on a appris énormément de choses de cette attaque. Donc, c'était une attaque par cryptolock, ransomware assez classique. Donc, système bloqué. Impossible d'accéder aux données. Absolument. Donc, déjà un petit peu d'incompréhension parce que toutes nos mécaniques de monitoring, de surveillance, toutes nos logiques de PCA-PRA initiales, parce que là, je vous parle de 3e data center qu'on a mis en place. Un PCA-PRA, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les logiques de reprise d'activité en cas effectivement de panne. Donc, c'est d'arriver finalement dans quelle mesure, combien de temps je vais mettre à me relever d'un événement complètement invalidant.
Donc là, tout ça tombait complètement, était caduque, puisqu'effectivement, comme on avait une redondance, un volet complètement synchrone de nos 2 premiers data centers, en fait, du coup, les 2 étaient compromis. Ouais. Donc, on a eu quand même une chance immense, et donc c'est là où NetApp intervient chez nous, c'est effectivement cette technologie du snapshot qui nous permet de faire une image figée à un instant T, donc de nos données. Et donc c'est ça qui a permis de préserver notamment l'intégrité de nos données. Donc ce snapshot avait été fait avant le problème, c'est ça ? Oui, en fait, il y a une chronicité en fait, dans ces événements-là, c'est-à-dire qu'on va le faire à fréquence assez régulière. Et après, ça permet de tout réinstaller rapidement. Exactement. Donc on a eu cet événement-là, donc évidemment beaucoup d'incompréhension parce que pas du tout préparé à ces logiques-là dans une activité toujours critique. Donc plan blanc activé, donc toutes les ARS, les agences donc régionales de santé mobilisées, beaucoup de coups de fil à gauche et à droite pour trouver des solutions, des radiologues qui se mobilisent en physique, parce que nous on a les radiologues du réseau sont mobilisés sur tout le territoire, donc trouver des solutions, essayer d'avoir finalement des modèles de contournement à cet événement. Et à l'échelle avec des pertes au passage ? Non, aussi chance du hasard, peut-être maladresse des hackers, on a réussi effectivement à n'avoir aucune donnée pleinement compromise, aucune fuite, c'est ça l'enjeu majoritaire, aucune exfiltration de données patients, parce qu'on parle de données patients, qui sont effectivement un enjeu majoritaire. Et on se rend compte que c'est critique dans notre activité. Voilà, et retrouvez la semaine prochaine en épisode séparé l'émission spéciale en intégralité réalisée en partenariat avec NetApp à propos de la souveraineté numérique et de la protection des données personnelles. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo du 13 décembre 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, si celle-ci le permet. Surtout Spotify, Apple Podcast, etc. Mais je sais que vous écoutez également cette émission sur des tas d'autres plateformes et c'est tant mieux. Vous pouvez notamment l'écouter sur l'application mobile Monde Numérique à télécharger dans le store Android ou dans le store Apple. Pardon encore pour cette voix de robot, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis surtout, abonnez-vous au podcast Maison Connectée pour tout savoir sur la meilleure manière d'abord d'installer des éclairages connectés chez vous, si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est la base de la base, mais vous allez voir que ce podcast, au fil des mois, devrait vous emmener vers de nouveaux horizons dans ce qu'on appelle, et ce qu'on continue d'appeler malgré tout, la domotique. Restez abonnés bien entendu aussi à Monde Numérique pour retrouver chaque jour ou presque un épisode, émissions, magazines, actu, etc. Il y a des vidéos aussi sur la chaîne YouTube de Monde Numérique ou bien dans l'appli ou sur le site mondenumérique.info. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine pleine de tech. Salut.